Donc je disais, je suis le docteur Kafia Doualé, médecin généraliste à la CNSS, et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui s'intitule Immunisation et Covid-19. Il s'agit précisément d'une revue de la littérature. Il n'y a rien d'expérimental dans la présentation que nous allons faire. Donc, le plan est comme suit. Premièrement, j'aborderai l'immunopathologie et le Covid-19. Deuxième partie, j'aborderai l'immunité acquise, principalement la réinfection. En troisième temps, je parlerai des vaccins et des perspectives qui sont en cours. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui va se faire et quels sont les critères nécessaires pour produire un vaccin viable. Hop, allez. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la physiopathologie. Elle a été abordée par ma collègue Dr Wahbia. Je vais juste parler d'un seul point au niveau de la physiopathie. Il s'agit du passage d'un stade d'immunité protectrice à un stade d'immunité destructrice, qui sera responsable notamment de l'aggravation de la symptomatologie clinique des sujets et des patients touchés par la Covid-19. Donc, dans la première partie de la réaction immunitaire, dans la Covid-19, on a ce qu'on appelle une réponse immunitaire qui est contrôlée, qui est normale, qui se fait dans l'ordre naturel des choses. Elle implique l'immunité innée qui couvre entre J1 et J6 et l'immunité adaptative avec l'immunité cellulaire entre J7 et J14 principalement, mais ça peut aller bien au-delà. Celle-ci aboutit finalement à la destruction du virus et à la production d'une immunité protectrice grâce aux anticorps qui vont être produits, que si jamais on a une réinfection par le même virus, notamment par le même variant du virus, on aura une réaction immunitaire automatique et efficace. Cet aspect de l'immunité de la réaction immunitaire dans le Covid-19 n'est valable que dans 70 ou 80% des cas. Donc malheureusement, les 20 à 30% des cas qui restent, on a un switch de l'immunité protectrice en immunité destructrice. L'explication donnée principalement à cela dans la revue de la littérature, on a principalement trois causes principales qui font que l'immunité cellulaire va s'emballer, notamment contre le virus, mais en même temps contre le soi. On va avoir une hyperproduction des cytokines, à savoir la cytokine GM-CCF, qui est mentionné déjà cité. On va aussi avoir une perte des macrophages alvéolaires au niveau des alvéoles pulmonaires. On retrouve dans la nature des choses les macrophages. Ces macrophages sont remplacés par des macrophages qui sont dérivés de monocytes et qui sont producteurs eux aussi de chimiokines, qui sont aussi des cytokines. Donc on renforce encore la boucle, en deuxième temps, la boucle inflammatoire. Et comme si ça ne suffisait pas, on va aussi avoir l'antibody, les dependent enhancement phenomena, ce qu'on appelle. Les anticorps qui sont normalement dirigés contre le virus, qui sont dirigés pour bloquer l'accès du virus à la cellule pulmonaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont favoriser l'accès de ces virus dans les cellules immunitaires. Et cela va causer ce qu'on appelle une pyroptose. La pyroptose, c'est une forme d'apoptose, apoptose qui dit suicide de la cellule, dans une de ces formes les plus inflammatoires, qui est généralement observée que dans les maladies virales à coronavirus. Elle a été observée notamment dans l'épidémie de 2003 du SARS-CoV-1. Elle a été réobservée dans l'épidémie de 2012 avec le MERS-CoV. Donc c'est assez spécifique les coronavirus. Ces trois éléments vont causer un déchaînement du cytokine release syndrome, ce qu'on appelle, avec les trois temps. On va avoir, je pense que les gens connaissent plus ça sous le nom d'orage cytokinique. Cet orage cytokinique se fait en trois temps. On va avoir le drill, qui est dans la réaction normale, initiale, qui est nécessaire à la réaction immunitaire protectrice dont j'ai parlé un peu plus tôt. Le déchaînement se fait au moment du storm, au moment du hurricane, où on retrouve des patients avec une destruction pulmonaire à 80% sur le scanner.
Donc voilà, ceci est un petit schéma résumant les 3 temps. Ceci a été mis en évidence, ce cytokine releasing syndrome a été mis en évidence au niveau de l'Université de Lausanne. Ça a été publié il y a 2 semaines. Et ça nous confirme que ce qu'on avait déjà à la clinique, avec à niveau de la phase 3, la phase de destruction pratiquement totale des poumons, une réaction comment dire, une atteinte de la coagulation et une hyperinflammation. La question à 1 million, la question à 1000 réponses, c'est une question très controversée, tant chez le public profane que chez les scientifiques. C'est une question qui a tenté d'être élucidée à travers des études expérimentales avec des essais cliniques et des études analytiques à travers la littérature. Pour ce qui est des études expérimentales, excusez-moi. Pour ce qui est des études expérimentales, il y a une étude qui a été faite en Italie sur le bêta-cov, un virus qui appartient à la famille des Coronaviridae. Et c'est la seule étude qui, à ce jour, est contre l'immunité humorale, parce qu'il n'y a pas eu de développement d'anticorps après cette étude in vitro. Pour ce qui est des expériences in vivo, il n'y a qu'une seule qui a été reconnue, une seule qui a été, considérée éthique, parce que les autres étaient non éthiques, ce qu'on a retrouvé dans la littérature. C'est une étude qui a été faite sur les macaques, qui a été faite en Norvège, et qui a été faite avec une induction et une infection au SARS-CoV-2. Ils se sont rendus compte qu'on a un développement d'anticorps neutralisants sur 8 mois, à partir de février passé 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont vu qu'il y avait des anticorps neutralisants qui ont été mis en évidence. Ils ont essayé de faire une réinfection qui a échoué, et c'est devant ça qu'ils ont conclu qu'il y a effectivement une unité protectrice. Pour ce qui est des études analytiques, on a des études qui ont été faites avant cette épidémie de 2020, qui ont été faites sur les coronavirus notamment, l'épidémie de 2003, comme j'en parlais un peu plus tôt, qui a montré les anticorps protecteurs sur les 2 années consécutives. L'épidémie de 2012 qui a donné le même résultat avec la présence d'anticorps sur des années consécutives. Pour ce qui est de la bêta, donc l'étude la plus importante qu'on a retrouvée dans la littérature actuellement est un article qui a été produit conjointement par l'Université de Californie et l'Université de Copenhague. Ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse sur 30 000 articles disponibles sur la COVID-19 dans la littérature scientifique. Et sur ces 30 000 articles, ils n'ont retrouvé que 15 articles parlant de réinfection. Ces 15 articles étaient notamment des case reports, ce qu'on appelle, ce sont des cas cliniques rapportés. Ce ne sont pas des cas cliniques qui posent le diagnostic de réinfection, ce sont des suspicions. Après études approfondies, ils ont pu rejeter la possibilité de la réinfection de SARS-CoV-2, notamment sur les 4 arguments qui suivent. Premièrement, ils se sont rendus compte que la rechute clinique n'est observée que pendant une fenêtre de convalescence temporelle de 90 jours. Au-delà, on n'a pas retrouvé de cas de rechute clinique spécifique dans toute la littérature. Le deuxième point, c'est que la rechute clinique a été retrouvée sur des sujets qui soit avaient gardé des PCR positifs sur au moins 8 semaines, ce qui est très fréquent justement dans l'hémisphère nord actuellement, d'avoir une PCR positive malgré le traitement, malgré un essai curatif. Et c'est des sujets qui ont une immunité compromise. Et le nombre de compétences, sujet VIH,
sujets avec des comorbidités très sévères. Le troisième argument qui a été défendu par ces méta-analystes, c'est que la suspicion, les scientifiques ont suspecté à tort et à travers, dans le sens où la suspicion s'est faite sur la base d'une définition économique. Soit elle s'est faite sur la base uniquement de recherche clinique, un sujet qui a été décrit, qui est revenu, qui présente une symptomatologie grippale, soit un sujet qui présente en solo une RT-PCR positive, ou soit des gens qui vont présenter la même symptomatologie à 3 semaines, 4 semaines, voire 6 semaines juste après guérison. Et dans ces cas-là, juste pour, avant de passer à la suite, il a été rapporté dans un cas clinique bien spécifique que les gens qui repositivent leur RT-PCR sont des gens qui, en général, n'avaient pas eu une guérison complète. Le virus n'avait pas été éradiqué complètement. La charge virale était assez diminuée pour passer inaperçue à la RT-PCR et que suite à une diminution de défense immunitaire pour X ou pour alpha raison, on a eu une reprise de la réplication virale. Je vais enchaîner. Et le quatrième argument que nos amis de Copenhague ont trouvé, c'est que le dérivé positif de la RT-PCR jusqu'à 6 ans, post-primo-infection. Cela est valable non seulement pour le coronavirus, mais cela est valable pour 90% des maladies virales. Les maladies virales, les débris de maladies virales sont capables de repositiver. Et pas seulement pour le SARS-CoV-2 dont on est actuellement en pandémie. Voilà. Aucune garantie. Excusez-moi, je me mélange un peu. Donc, je le disais, les virus sont capables de positiver la RT-PCR jusqu'à 6 mois. Le seul examen qui puisse faire la part des choses entre une véritable réinfection par un autre variant, par un autre virus, il s'agit du séquençage. D'où l'importance je pense que c'était en voie de développement dernièrement au niveau du laboratoire de Bouffard. Je n'ai pas eu d'update sur ça. Je pense que mes confrères vont nous en informer un peu plus. Voilà. Sur la question de la réinfection. La question de la réinfection est importante pour l'ensemble des scientifiques parce que la réinfection conditionne même la possibilité de production de vaccins. La vaccination repose sur la capacité à induire une réponse humorale, comme je l'ai écrit, importante avec production d'anticorps spécifiques à titre suffisant pour pouvoir créer une immunité protectrice à la suite. Si on a réinfection, si réinfection est possible, ça veut dire que le vaccin ne marchera pas. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui a dû motiver la méta-analyse de nos amis de Copenhague en ces temps de course vers le vaccin. Bon, je vais aller vite sur les vaccins. Je pense qu'il me reste 2 minutes. Je vais sauter sur les plateformes vaccinales disponibles. Je vais aller directement aux conditions de mise sur le marché. Pour qu'un vaccin soit effectif, il faut qu'il y ait une bonne immunogénicité, c'est-à-dire qu'il puisse provoquer une bonne réaction immunitaire chez le sujet vacciné et causer une réaction initiale capable de produire une immunité protectrice. Il faut que la toxicité à court et à long terme soit proche de 0, que cette efficacité pour le vaccin soit atteinte, notamment à la Food and Drug Administration aux États-Unis, ici, qui a estimé qu'au moins 50% des infections doivent être prévenues pour qu'ils soient sur ce marché. Le seuil d'efficacité d'un vaccin varie à l'autre. Et bien sûr, la capacité de production et la stabilité des stocks, sachant que pour faire une première campagne de primo-vaccination, il va falloir au moins 16 milliards de vaccins disponibles dans les mois qui arrivent.
ce qui est un énorme challenge pour les firmes pharmaceutiques. Il faudrait peut-être déjà considérer à répondre à cette question de stabiliser un vaccin. Les phases de développement, je pense qu'on a vu sur ça. Donc, pour conclure, on a 151 vaccins qui sont en phase préclinique. Phase préclinique qui dit des essais sur des singes, des rongeurs, pour évaluer les effets secondaires, l'efficacité, les critères nécessaires. 42 sont passés à l'étape d'étude clinique. L'étude clinique est l'étude sur les humains, qui se fait en 4 phases. La première phase qui est uniquement une phase observationnelle, la phase 2 qui se fait sur une dizaine de personnes, la phase 3 et la phase 4 qui passent à des centaines de milliers de personnes. Pour conclure, l'épidémie de Covid-19 n'est pas finie, ça s'appelle la vigilance. Les chiffres sont très satisfaisants, notamment à certaines mesures qui ont été prises assez tôt par nos autorités, par les membres du comité. Jusqu'à preuve du contraire, pas de réinfection. Les études sont courtes, ça n'est pas finalisé, la science n'est pas finie, tout peut changer en un clin d'œil. On va rester au passé. Les vaccins sont prometteurs, donc ça va d'être fini, donc maintien des mesures, à savoir les masques, la distanciation sociale. Et un dernier point, vous n'êtes peut-être pas vulnérables, mais on a tous des gens vulnérables autour de nous. Ça sera tout.